de l'efficacité énergétique permet aux entreprises de réduire leur facture d'énergie, bien évidemment, ainsi en investissant dans des technologies plus efficientes et en optimisant les processus de production, les entreprises peuvent réaliser des économies significatives sur le long terme. Mais ce n'est pas la seule vocation, c'est devenu une nécessité puisqu'il faut répondre à des enjeux de conformité vis-à-vis de réglementations nationales et internationales, on l'a évoqué un peu plus tôt, et des réglementations qui sont de plus en plus contraignantes. En plus de l'accès au marché, les entreprises industrielles développent un lien privilégié avec un public et donc des clients de plus en plus soucieux, eux aussi, de leur impact sur l'environnement. Alors pour aborder tous ces sujets, j'ai le plaisir de recevoir à mes côtés un nombre conséquent de panélistes, c'est dire l'ampleur du sujet. D'ailleurs, je vais demander à nos amis de bien vouloir installer 2 sièges supplémentaires pour pouvoir accueillir tout le monde. Et je vais appeler donc nos panélistes sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Monsieur Omar Alaoui Mhamdi, Country Manager and CEO de Aqua. Ahmed Baroudi, président directeur général de SIE, Société d'ingénierie énergétique. Mohamed Aziz Lhlou, président de l'université privée de Fès, sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Mohamed Amin El-Houj, directeur général de l'INE, Innovation, Énergie et Efficiency. Amin Heibaoui, solutions et services manager chez Green Power. Soukaina Boudoudou, qui est chef de département des programmes R&D Innovation, IRESEN, bienvenue madame. Et Omar Lazraq, directeur général de ENR Volt Solutions. C'est Omar qui nous rejoint pour refermer ce panel et on va vous apporter une petite chaise pour vous installer. Ça a été prévu à la répète, vous savez, mais des fois, ce qu'on prévoit à la répète ne se produit pas dans le réel. Donc à ce moment-là, c'est le présentateur qui se retrouve à ramer. Allez, je vais vous installer. Non, ne vous inquiétez pas. J'ai assez de force. Je fonctionne aussi à l'énergie renouvelable. Alors, on va vous installer ici en attendant d'enlever mon ami Néo qui s'est endormi. Hop, voilà. Bienvenue. Ravi de vous. Oui, et si on a des micros supplémentaires, on va déjà commencer avec vous, c'est Omar Alaoui Mhamdi, Country Manager, CEO de Aqua. L'innovation technologique, c'est une condition, une question qui est sine qua non. Sans cela, on ne peut pas être compétitif et on a vu dans le panel précédent à quel point l'enjeu de la compétitivité pour pouvoir continuer à exister était importante. Vous avez un micro à vos côtés, je vous en prie. Appuyez sur le petit bouton, ça va devenir vert. Non, appuyez sur le bouton, voilà. Sinon, je vous donne le mien. Bonjour tout le monde. D'abord, je remercie les organisateurs pour cet événement. Et nous sommes ravis d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, l'efficacité énergétique est un élément crucial. Crucial d'abord pour lutter contre les changements climatiques. Crucial également pour le stress hydrique que nous vivons au Maroc. Crucial également au niveau économique. Donc, il y a 3 dimensions et ce n'est pas pour rien que l'Agence internationale pour l'énergie considère que les efforts à faire en termes d'efficacité énergétique vont permettre de réduire de 30% les émissions de CO2 d'ici 2050. Et donc, c'est intégré dans tous les plans net zéro des pays d'ici 2050. On dit souvent que le kilowattheure le plus cher, c'est le kilowattheure que nous n'avons pas. Mais on peut aussi se dire que le kilowattheure le moins cher, c'est celui qu'on ne perd pas. Et on va dire, on peut aussi faire le parallèle avec l'eau. Aussi, le mètre cube, le moins cher, c'est le mètre cube qu'on ne perd pas. Et donc, il faut intégrer l'innovation dans le cœur de nos actions pour pouvoir améliorer l'efficacité. Et améliorer cette efficacité en termes d'abord du production du kilowattheure compétitif. Et le kilowattheure compétitif aujourd'hui, au Maroc, c'est l'électron vert. Pourquoi ? Parce que nous avons des atouts climatiques,
Mais également, on assiste dans le monde à un changement de paradigme majeur. L'investissement au kilowatt renouvelable aujourd'hui est beaucoup plus compétitif que le thermique. Et le Maroc a une capacité de produire l'électron vert le plus compétitif. Et donc, ce changement de paradigme qui va faire qu'on ne devrait plus suivre une demande électrique. On devrait créer une demande électrique. Et donc, ce changement de mindset est à mettre en place. Et donc, à travers ça, je dirais que l'innovation, ça va être d'intégrer les acteurs mondiaux dans ce domaine, que ce soit dans le domaine de la production électrique renouvelable, mais également, j'insiste sur l'autre volet qui va être le dessalement, parce que aujourd'hui, ils vont de pair. Dans le passé, on avait l'habitude de produire le kilowattheure à travers plutôt l'eau et le mètre cube à travers pardon, je vais me rattraper sur ça. On avait l'habitude d'utiliser nos ressources hydriques pour produire du kilowattheure à travers les barrages, politique des barrages. Aujourd'hui, on va faire l'autre sens. On va utiliser du kilowattheure pour produire de l'eau. Et donc, ce changement, ça demande aussi un changement de paradigme au niveau de notre modèle économique et de modèle de fonctionnement. La question de l'innovation, on comprend à travers ce que vous dites que c'est à la fois de la proaction, c'est-à-dire ne pas attendre que les choses arrivent, mais aller au-devant et intégrer cet aspect-là dans son esprit. Malgré l'état d'esprit, le nerf de la guerre, ça reste le financement. Je me tourne vers vous, Ahmed Baroudi, en la matière. Qu'est-ce qui peut être mis en place, notamment de votre point de vue au sein de la SIE, pour accompagner ces opérateurs industriels et les pousser à aller à la recherche de processus innovants dans cette dynamique de la transition énergétique? Oui, je voudrais d'abord remercier Industrie du Maroc pour avoir organisé cet événement important. Donc moi j'ai l'honneur de diriger la SIE, qui est une société d'État qui relève du ministère de la Transition énergétique, et notre rôle c'est de soutenir l'industrie. J'ai vraiment dans les objectifs fixés par ma gouvernance de soutenir l'écosystème national, de travailler à sa compétitivité et de l'aider. Nous avons fait une analyse du marché il y a quelques temps. On a beaucoup investi sur fonds propres pour vraiment comprendre la problématique. Pourquoi est-ce que le marché d'efficacité énergétique ne décolle pas? Et dans la foulée, la décarbonation qu'il faut adresser aussi. La principale raison qui était récurrente, qui revenait tout le temps, c'était l'accès au financement. L'accès au financement est complexe et on a cherché à comprendre pourquoi est-ce que l'accès au financement est compliqué. On a travaillé avec les banques, on a eu la chance de vraiment d'itérer avec les banques commerciales de notre pays. On est allé jusqu'à discuter avec les commissions de crédit pour véritablement comprendre quel est le niveau de risque qui faisait dire no-go aux banques sur les projets d'efficacité énergétique et de décarbonation. On a compris ce risque-là et on a trouvé et mis en place une solution avec des partenaires. La solution est un contrat d'assurance. C'est un nouveau concept de contrat d'assurance qui couvre le risque, qui fait dire justement no-go aux commissions de crédit bancaire. J'ai refait le tour auprès des banques qui m'ont confirmé qu'en effet, avec cela, un tel certificat d'assurance, la demande de crédit pour un contrat d'efficacité énergétique devient une demande de crédit classique et normale. Là, ça ouvre cette porte-là. Nous en avons profité pour développer avec nos partenaires bancaires des lignes de crédit dédiées à l'efficacité énergétique et à la décarbonation. Nous avons aussi travaillé avec Tamwilcom. Il y a une ligne de garantie, il faut le savoir, qui est disponible pour les industriels, qui couvre le risque, qui permet d'aller chercher des financements auprès des banques pour financer la décarbonation de l'industrie. Et ça, c'est valable pour toutes les industries qui sont dans des zones industrielles au Maroc. Ça, c'est vraiment important. On a aussi mis en place, dans un premier temps, la capacité de certification de crédit carbone, parce que les industriels qui font l'effort de se décarboner, c'est important qu'ils bénéficient de ce juste retour en termes de crédit carbone certifié. Nous nous sommes retirés de la partie certification. Pourquoi? Parce que d'abord, on n'a pas vocation à concurrencer le privé. La SIE est une structure d'État qui est là pour soutenir les entreprises privées. Et puis surtout, nous avons un écosystème national
très dynamique, j'en suis très fier, qui est liée au marché carbone, qui commence par la partie, qui couvre tout le cycle de la partie méthodologie, qui sont des méthodologies CDM, jusqu'à la plateforme de monétisation, qui est l'idée par Casablanca Finance City et CDG, avec au milieu nos premières startups et nos premières carbone enregistrées marocaines capables de certifier les crédits carbone conformément aux normes et aux standards. Donc aujourd'hui, c'est pour cette raison-là que nous on s'est retiré de la certification, parce qu'il y a maintenant des acteurs privés capables d'offrir ce service à nos industriels. C'est important. Donc aujourd'hui, il y a tout un panel et un dispositif qui est à la disposition des industriels, de tous nos industriels. Il suffit d'aller le chercher, d'appuyer sur le bouton. Vous avez des solutions de financement. Vous pouvez adresser engager votre décarbonation. L'argent, le financement n'est plus un souci. C'est faux, c'est pas vrai. Et je l'ai prouvé, on l'a mis en œuvre et ça marche. Et préparez-vous, on peut ouvrir le micro les amis, préparez-vous parce qu'on risque de vous solliciter grandement juste après ce panel, ce qui risque fort là aussi d'écourter votre pause déjeuner. Vous parliez d'écosystème, il y a le financement effectivement, il y a la dynamique, le changement de mindset, on l'a vu, il y a l'accompagnement, je me tourne vers vous Madame Hachouj, directeur général de l'INE, Innovation, Energy and Efficiency, filiale de la CDG. Comment vous vous positionnez dans ce contexte-là, avec d'abord de votre point de vue cette préoccupation de la transition énergétique, mais aussi en termes d'enjeux et d'ambition, un accompagnement des opérateurs privés? Merci pour la question. En fait, la question est très vaste et depuis 2 jours, je réfléchis à la réponse, justement parce qu'on n'arrive pas à la synthétiser au niveau d'un palais, mais je vais quand même essayer. La CDG, comme vous le savez, est une institution de l'État, le bras armé de l'État qui est spécialisé dans un certain nombre de métiers. Bon, tous nos retraites, pratiquement toutes, elles sont gérées par la CDG. Elle a une assurance, elle a une banque, elle a aussi des branches, 3 grandes branches principales: la branche développement territorial, la branche touristique et la branche investissement, ce qu'on appelle CDG Invest. Pourquoi j'en parle? C'est pas pour faire le réclame ou la publicité de la CDG, parce que c'est à partir de ces métiers que la CDG a réfléchi à intervenir dans le secteur de l'énergie renouvelable et l'efficacité énergétique. J'apprécie le titre du panel parce que souvent on parle d'énergie renouvelable, de mix énergétique, mais on oublie l'efficacité énergétique, d'où le nom de la filiale, Innovative Energy and Efficiency, parce que avant même d'introduire le mix énergétique, il faut d'abord réduire la facture énergétique. D'où l'efficacité énergétique et d'où l'effort que la CDG voudrait déployer pour aider l'écosystème national et être comme à son habitude, d'accompagner les stratégies de l'État. L'État, depuis 2009-2010, cela a été rappelé par Sehman ce matin, a mis en œuvre un certain nombre de stratégies, un certain nombre d'orientations pour permettre à l'État de réduire sa facture énergétique. L'État également marocain s'est engagé au niveau mondial. Et la COP de Paris était l'événement dans lequel plus de 170 pays sont engagés. Le Maroc s'est engagé dans ce qu'on appelle les NDC, les Non-Contribute National, qui engage le Maroc à réduire sa facture énergétique ou son empreinte carbone de 45%, impliquant un investissement de 40 milliards de dirhams. Quand on a fait l'analyse du marché global à l'horizon 2030, on se rend compte que le Maroc a besoin d'à peu près 100 milliards de dirhams à investir pour réduire sa facture énergétique et ensuite introduire de l'ENR, l'énergie renouvelable. La CDG ne pouvait pas rester à la marge de ces stratégies. Je ne veux pas oublier le nouveau modèle de développement qui a focusé sur 5 défis majeurs. Le 3e défi était de rendre le Maroc le champion continental dans l'efficacité énergétique et l'énergie renouvelable.
tous ces engagements à l'échelle nationale et internationale devaient absolument créer un écosystème privé et public pour pouvoir répondre à ces impératifs. La CDG, en 2022, a mis en place une nouvelle stratégie appelée CAP 2030. Pourquoi 2030 ? Parce qu'il y a des engagements mondiaux que j'ai évoqués. Il y a aussi la Coupe mondiale, le World Cup qui arrive. Et le Maroc a besoin de toutes ses potentialités et son écosystème pour pouvoir atteindre ces objectifs. Infrastructure, énergie, etc. Les métiers classiques de la CDG sont connus, je les ai rappelés. Il faut savoir que la CDG aujourd'hui contrôle 60% des zones industrielles marocaines, 4 zones d'accélération industrielle, parce qu'ils sont en dehors du contrôle douanier. Elle contrôle également la plus grande foncière marocaine, 3 millions de mètres carrés sous contrôle de services, et elle a le plus grand réseau d'hôtels au Maroc. Donc, face à cela, et face aux stratégies nationales avec les engagements que j'ai évoqués, la CDG ne peut pas rester en dehors de cette stratégie. Et ce CAP 2030 dont j'ai parlé a introduit 4 nouveaux métiers dans la stratégie. Transition énergétique, la question de l'eau, la question de la THD, très haut débit, et enfin la sécurité alimentaire. À partir de là, la CDG a créé une filiale dédiée pour la partie transition énergétique. Et ce qui est important à retenir, c'est que dans un fonds que nous avons appelé fonds infrastructure, on a compartimenté un fonds de 500 millions de dirhams pour pouvoir accompagner les industriels, accompagner les propriétaires d'hôtels, accompagner le système de logistique et de transport, accompagner l'agriculture, accompagner les villes et les régions à travers les smart cities, l'éclairage public, à pouvoir être upgradés au niveau énergie renouvelable et efficacité énergétique. Donc, quand on parle de 500 millions de dirhams, si on est dans un rating, dans un rapport 30-70%, on est à peu près 1,5 milliard de projets à financer. Donc voilà, bon, je répondrai à plus de. Oui, on va choses. rentrer dans Voilà. le détail, mais le cadre est clairement établi et Voilà. c'est tout à fait limpide. Je vous en remercie, Sil Hachouj. Je vais me tourner vers vous, Soukaina Boudoudou, puisque là, on a vu donc l'accompagnement, financement, mindset. Et puis, forcément, quand on parle d'innovation, on ne peut pas passer à côté de la recherche. Et là, l'IREZ, c'est le cœur de métier de l'Institut de recherche en énergie solaire et énergie nouvelle. Comment est-ce que vous œuvrez dans ce secteur-là et est-ce qu'il y a une orientation spécifique à l'égard des industriels et donc du secteur privé ? Ok, donc merci Siwadi Dada et merci pour les organisateurs, pour l'organisation de cet événement et également pour l'intérêt porté à la participation de IREZEN à ce panel. Juste un petit rappel. Donc, IREZEN, c'est l'Institut de recherche en énergie solaire et nouvelle. Elle a été créée sous l'égide du ministère de la Transition énergétique et Développement durable pour pouvoir accompagner la stratégie énergétique nationale et pouvoir réussir la transition énergétique nationale à travers la R&D. Et donc, à IREZEN, ça se fait à travers 2 instruments. Le premier instrument, c'est le financement des projets collaboratifs de R&D, ce qu'on appelle en fait l'agence de moyens. Les projets collaboratifs de R&D entre les universitaires et les industriels, les entreprises marocaines, c'est ce qu'on appelle, enfin chez nous, c'est l'accompagnement dans les phases critiques de l'innovation, c'est la vallée de la mort, c'est-à-dire c'est l'accompagnement depuis le développement de l'idée, développement du POC, Proof of Concept, jusqu'à la valorisation et la mise sur le marché. Et le deuxième volet, c'est bien sûr le réseau des infrastructures de R&D qui ont été créées à Ben Guerir. Tout à l'heure a été cité Al-Jof Lesfar pour la thématique de l'hydrogène. Alors à Ben Guerir, l'objectif c'était de monter en TRL, Technical Readiness Level, et de pouvoir développer des projets de R&D à échelle réelle, à grande échelle. Le Green Energy Park
qui a été créé afin d'accompagner le plan solaire marocain. Le Green and Smart Building Park, c'est la ville de demain. C'est la R&D autour de la mobilité durable électrique, les bâtiments verts, les smart grids et ainsi de suite. Je reviens à l'agence de moyens, dont en fait c'est le département R&D Innovation de l'IRSN. Comme j'ai dit, c'est le financement des projets collaboratifs de R&D. On a un portefeuille de 60aine de projets qui ont été accompagnés et financés par l'IRSN, par cette agence de moyens, dont l'efficacité énergétique, les projets liés à l'efficacité énergétique représentent pratiquement 20%. Dans tous les secteurs énergétiques, le transport, l'industrie, les réseaux électriques et ainsi de suite, et le bâtiment également et ainsi de suite, avec une enveloppe budgétaire, pratiquement de 30aine de millions de dirhams pour l'accompagnement des projets de R&D Deep Tech sur cette thématique de l'efficacité énergétique. On pourra rentrer peut-être dans le détail sur des projets concrets. Je voulais juste terminer, on viendra vers vous. Vous aviez peut-être un élément à ajouter ? Oui, juste pour répondre à votre question par rapport à l'intégration de l'industrie ou bien des entreprises marocaines. Alors sur ces projets collaboratifs, l'industriel ou l'entreprise marocaine prennent on peut dire plusieurs formes. Donc soit l'entreprise, il fait une prestation pour le développement des solutions ou bien des produits innovants à travers ces projets qui sont financés par IRSN, ou l'industriel, l'entreprise développe lui-même avec l'équipe de recherche pour pouvoir commercialiser la solution développée à la fin du projet, ou bien il accueille cette solution développée à travers ce projet de R&D pour pouvoir décarboner, donc pour l'exemple industriel, pour pouvoir décarboner par exemple son process industriel grâce à cette technologie ou bien cette solution qui a été développée dans le cadre de ce projet. Ouais. Merci beaucoup. Recherche et développement, le cœur de la recherche dans tout pays qui se respecte, à commencer par le royaume, c'est l'université. Je me tourne vers vous, Mohamed Aziz Lhellou, président de l'université privée de Fès. D'abord, je suis ravi que vous soyez là parce que vous venez d'une région qui me tient particulièrement à cœur, et en plus de ça, vous faites des choses absolument géniales dans cette dynamique que l'on évoque depuis ce matin. Alors, ce qui est intéressant chez vous, c'est le premier point qu'on va évoquer, on reviendra ensuite sur le déploiement industriel, c'est que vous-même, en tant qu'entité, en tant qu'établissement, vous êtes préoccupé par ces questions d'efficacité énergétique qu'on vient d'évoquer et de transition énergétique. Comment est-ce que l'université privée de Fès se positionne là-dessus? On verra ensuite tout ce que vous déployez, notamment avec de grands chercheurs, dans cette dynamique. Merci Siouad Dada, merci pour l'Institut du Maroc de m'avoir invité à participer à ce panel. Effectivement, le projet de l'université privée de Fès, dans sa conception, a intégré la dimension environnementale et énergétique. Et là, par exemple, la preuve, c'est que nous avons été la première université à avoir été certifiée EDGE Advanced, qui est une certification d'efficacité énergétique qui nous permet aujourd'hui d'économiser jusqu'à 77% d'énergie pour les bâtiments de résidence et jusqu'à 51% pour les bâtiments de formation. Mais également de 35% d'économie en eau. C'est très important aujourd'hui, vu le contexte actuel. Et bien sûr, de réduire notre impact sur l'empreinte carbone de manière assez significative. Cette dimension de sensibilisation, parce que pour nous, le mindset est très important. Et nous sommes un écosystème universitaire qui permet de transmettre cette sensibilisation. Il faut que nos étudiants soient sensibilisés à cet effort national d'efficacité énergétique et mondial, bien sûr. Donc la certification pour nous est très importante pour montrer aux étudiants qu'ils ont un rôle à jouer et que maintenant, s'ils sont formés, c'est pour que demain, ils puissent être acteurs. Et être acteur, c'est d'abord être sensibilisé aux différentes stratégies. Depuis tout à l'heure, on parlait de stratégie de financement, de développement. Effectivement, tout ça, c'est très beau, mais s'il n'y a pas la ressource humaine adaptée, je ne pense pas que ça va pouvoir réussir de la même manière. Et j'ai pressenti qu'il y avait encore un besoin énorme en termes de formation. Donc le rôle de l'université, c'est pas uniquement de former,
mais aussi et surtout de sensibiliser. Et là, je reviens très rapidement avant de vous céder la parole. Je sais, monsieur, qu'il y a beaucoup de panélistes, mais vous en prie. Dans mon intervention, moi, je vais insister sur 4 points. La sensibilisation, la formation, la recherche et l'innovation et l'incubation. Parce que c'est très important aussi d'incuber et de donner cette souffle aux jeunes entreprises, aux jeunes projets, et je crois qu'on en parlera tout à l'heure. On va en parler effectivement dans un instant, et on continue à explorer des cas concrets, donc l'innovation dans le cadre de la démarche qui est celle de l'université privée de Fès, à travers cette efficacité au niveau de ces bâtiments, innovation également dans le secteur photovoltaïque, avec vous, Amine Haibaoui, où vous avez déployé notamment des outils, des produits qui sont à la pointe de la technologie. Dites-nous-en un peu plus. Merci Siwadia. Donc, je vous remercie pour votre présence aujourd'hui. Donc, permettez-moi de me présenter. C'est Amine Haibaoui, donc docteur en énergie solaire photovoltaïque de la faculté des sciences MUMSIC de Casablanca, solutions et service manager chez Green Power. Donc, qui sommes-nous? Green Power est un fournisseur de solutions solaires photovoltaïques, leader en Europe et en Afrique. Donc, nous opérons dans les secteurs d'activité Smart PV, donc tout ce qui concerne les onduleurs photovoltaïques Huawei, donc stockage de l'énergie, tout ce qui concerne les systèmes de stockage batterie, management de l'énergie avec la gestion et l'optimisation des systèmes énergétiques, et mobilité électrique, donc tout ce qui concerne les systèmes de rechargement des véhicules électriques. Donc fondé en 2009, nous sommes le VAP Huawei, donc le Value Added Partner de Huawei. Donc nous opérons en Europe, notamment en France, Belgique, Italie, donc aussi en Afrique, au Maroc, Tunisie, Côte d'Ivoire et Sénégal. Donc nous sommes plus de 85 collaborateurs qui gèrent plus de 500 clients actifs avec une puissance déployée au-delà de 7,5 gigawatts. La place de l'innovation dans votre activité? Donc en parlant d'innovation, nous pourrons vous procurer des équipements solaires photovoltaïques en parlant d'onduleurs. Donc sur le secteur résidentiel, C&I et utility. Donc avec des d'onduleurs, on parle de puissance qui partent de 2 kg à 330 kg en onduleur string, donc qui pourrait répondre quel que soit le besoin. Donc on parle de système résidentiel pour les villas, partie commerciale et industrielle lorsqu'on parle de hôtel ou bien industrie, et sur la partie utility, donc sur les PV scale à grande échelle, donc on parle d'installation à l'échelle des mégawattheures. Concrètement, qu'est-ce que ça implique? Parce que vous avez donné des éléments techniques. Moi, je vous cache pas que je suis pas un grand spécialiste du sujet, mais admettons, j'ai une villa que je n'ai pas encore et j'installe votre équipement. Qu'est-ce que ça change par rapport à des panneaux photovoltaïques classiques qu'on trouve sur le marché? En quoi est-ce qu'ils sont innovants? Donc, en parlant d'innovation, on va parler de partie protection. Donc, les onduleurs Huawei fournis par Green Power sont capables de pouvoir, par exemple, si on voudrait avoir un rapid shutdown, donc on parle de si on a un arc électrique. Donc un aspect sécurité, ouais. Donc pour avoir une idée sur l'arc électrique, c'est une décharge électrique qui se produit lorsqu'un courant traverse l'air entre deux conducteurs. Donc ces arcs peuvent provoquer des incendies ou bien endommager les équipements. Et dans ce cas-là, donc les équipements Huawei sont capables d'avoir le rapid shutdown pour pouvoir arrêter le système en 30 secondes pour ne pas avoir de problème par la suite. Et ça, c'est une technologie que vous avez développée en interne? C'est une technologie développée par Huawei et qui sera fournie par Green Power. Très bien. On poursuit sur des exemples concrets pour prendre la mesure de l'innovation effectivement dans le secteur du développement durable des énergies renouvelables avec vous, Omar Al-Zaraq, directeur général de ENR Volt Solutions. Alors vous, ce qui est intéressant dans votre expérience, c'est que vous avez évolué dans une activité et puis l'opportunité s'est présentée de vous réorienter vers l'univers des batteries. On en parle beaucoup parce que la problématique et l'enjeu principal en la matière, c'est bien évidemment le stockage. Racontez-nous un petit peu votre histoire et vers quoi vous êtes en train de tendre aujourd'hui. Donc bonjour à tous, je remercie déjà Industrie du Maroc pour l'organisation. Pour notre part, ENR Volt est une filiale de la société eMove, qui a débuté en 2020 en fabriquant des motocycles et des tricycles électriques au Maroc, et avec des objectifs d'intégration.
Donc, on avait tout au début commencé par la fabrication de tout ce qui était partie métallique, donc notamment le châssis. Et depuis à peu près 1 an, donc on a commencé la production de nos propres batteries. Donc, au tout début, c'était pour nos propres véhicules. Et de fil en aiguille, on a vu l'opportunité dans le stockage d'énergie. Et depuis 6-7 mois, donc on a lancé la fabrication de batteries de stockage d'énergie fabriquées au Maroc. En partenariat avec des partenaires internationaux qui s'occupent de faire un transfert de savoir-faire, notamment la société Goshen, qui est notre fournisseur actuellement de cellules, qui s'installe prochainement au Maroc, sur une usine à Kenitra, sur à peu près 600 hectares. Donc aujourd'hui, on propose des solutions plus ou moins made in Morocco, adaptées aux besoins, que ce soit résidentiel, industriel, commercial ou autre. Donc aujourd'hui, grâce à nos produits, on peut aller à l'indépendance énergétique, chose qu'on a déjà réalisée sur du domestique et qu'on est en train de réaliser actuellement sur des chantiers industriels. Donc aujourd'hui, on est sur un projet d'unité industrielle qui sera quasiment indépendante énergétiquement. Et en même temps, donc, chez Enervolt, on se spécialise dans ce type d'installation, donc entre guillemets complexe, donc qui inclut des capacités de batterie de plus d'1 mégawattheure. Et donc des quantités de stockage d'énergie conséquentes. Je reviens vers vous, Omar Alaoui Hamdi, parce que vous êtes aussi dans cette dynamique de manière nationale. L'innovation, on l'a bien compris, c'est un mindset, c'est un état d'esprit. Vous respirez et vous vivez innovation avec des projets concrets que vous avez déployés, des parcs éoliens, des complexes industriels d'énergie renouvelable, Nord, etc. Quel est le futur de ce type d'installation et comment est-ce que cette technologie, d'ailleurs qui a fait et qui continue de faire la renommée du Maroc, a pu évoluer au cours de ces dernières années et comment est-elle amenée à évoluer? Très bien. Je vous remercie pour la question. Donc, Aquapower est un acteur clé au Maroc. Nous avons développé avec Mazen le parc de Nour avec 2 technologies, le CSP et également le PV. Nous avons un parc éolien au nord du Maroc de 120 MW, donc Khledji, qui est aussi un des premiers parcs éoliens du groupe Aquapower. Et nous avons été précurseurs dans les zones qui nous sont chères, les zones sud du Maroc, avec un site photovoltaïque à Boujdour et à Laayoune. Donc il y a un retour d'expérience d'Aquapower sur le Maroc, et ce retour d'expérience montre qu'aujourd'hui on est dans une période majeure. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui l'innovation permet d'atteindre des nouveaux sentiers. Le photovoltaïque couplé avec la batterie, notamment la batterie LFP, permet aujourd'hui d'avoir des coûts très compétitifs. Monsieur le directeur général de l'ONE tout à l'heure, on en parlait, ils sont surpris de l'offre que Aquapower avec son partenaire ont délivré sur Middle 2 et 3, où les tarifs sont très compétitifs. Donc on arrive aujourd'hui à baisser les tarifs de 30-40% grâce à l'innovation. Cette innovation, nous l'avons bien sûr sur le domaine électrique renouvelable, mais également sur le domaine de dessalement. Je reviens parce que c'est un point important pour le Maroc. Le dessalement, on était sur des consommations spécifiques à 2 chiffres de kilowatts par mètre cube. Aujourd'hui, on arrive, grâce à l'innovation, à baisser à moins de 3 kilowatts le mètre cube. Et donc, on arrive aujourd'hui à produire un mètre cube très compétitif. Et au Maroc, on a la chance d'avoir des énergies renouvelables compétitifs, abordables, parce qu'il suffit, on va dire, de vouloir investir et de voir grand. Là encore, c'est un mindset. Il va falloir voir grand, il ne faut pas fragmenter le marché. Le marché est déjà petit. Si on le fragmente en plus, on ne va pas pouvoir bénéficier des économies d'échelle. Donc, il va faire sortir des projets de grande taille en gigawatts et non pas en mégawatts pour pouvoir bénéficier à la fin d'un coût électrique compétitif et également un coût du mètre cube compétitif.
Et donc, pour nous, Aquapower, on pense que le Maroc est le mieux positionné sur cette zone pour être un levier de croissance de nos activités. Je vous voyais acquiescer, Mohamed Amin El-Hajjouj, sur cette question-là. Vous qui vous inscrivez dans l'accompagnement des opérateurs, on a très bien compris à travers la présentation que vous nous avez faite, le bras armé de l'État, à quel point il était engagé dans ces stratégies-là et dans l'accompagnement concret. J'aimerais, avec les différentes interventions qui vont suivre, qu'on se plonge aussi, au-delà de l'innovation sur le plan industriel, de l'innovation en termes d'accompagnement pour être le plus efficace. On revient sur une notion qui est fondamentale, possible dans le cadre de la mise en œuvre de ces stratégies et arriver ensuite à des réalisations comme ce qui vient d'être exposé par Aquapower. Mon ami Omar a bien précisé que malgré tout malgré le fait qu'on parle de marché, il reste un marché réduit. Si on veut gagner le pari de l'avenir, il va falloir construire un bon écosystème, et un écosystème qui est bâti sur le systémique et sur l'intégration. Je m'explique. Aujourd'hui, quand notre chaîne de valeur en tant que filiale d'ACDG, c'est de pouvoir intégrer, d'être présent dans toute la chaîne de valeur, histoire de réduire les marges et devenir le plus compétitif possible. Je cite un exemple. Quand on parle de l'usine Goshen, aujourd'hui qui s'installe à Megafactory, qui s'installe à Kenitra sur 600 hectares, nous sommes actionnaires entre 20 et 30% de l'usine. Nous interviendrons à construire l'énergie renouvelable on-site, c'est-à-dire que dans le site de l'usine. Et notre objectif, c'est de pouvoir être d'abord dans l'audit, dans l'étude, dans la construction de la solution. Et le plus important, c'est le financement de la solution. Aujourd'hui, ces projets à réaliser sont des projets dans l'amortissement varie, alors on va dire entre 7 et 15 ans. Pour un produit, si on parle du photovoltaïque, un produit qui a une durée de vie aujourd'hui de 30 ans. Donc aujourd'hui, il est rare de trouver des sociétés développeurs au Maroc, à l'étranger ils existent, qui peuvent offrir ce tiers confiance à l'industriel pour pouvoir s'installer chez lui et garantir la performance de l'installation pendant une quinzaine d'années. Donc aujourd'hui, partant du postulat ou de notre appartenance CDG, qui est né en 59, qui a plus de 60 ans d'âge, et qui aujourd'hui a la capacité de garantir l'investissement, notre innovation, elle ne vient pas de la technologie mise en place, on la laisse à Irezen, on la laisse aux Chinois. Une petite parenthèse, je tenais à le dire, je ne savais pas où le placer. Je rentre d'un déplacement en Chine il y a 48 heures et j'étais subjugué par ce qu'ils appellent le Black Light Factory. Alors le Black Light Factory, c'est une notion que les usines sur des hectares, ils sont au noir, il n'y a pas de lumière, ils fonctionnent au robot. Toutes les usines, alors j'ai vu une usine de fabrication 5G et aussi des data centers, il y a des NOC, des stands de contrôle, 3 personnes dedans uniquement, toute l'usine fonctionne à zéro lumière. Pas zéro énergie, zéro lumière, ce qui pousse à 40% de baisse de facture énergétique. Alors, ce type d'innovation, on n'y est pas encore, mais les gigafactories qui s'installent au Maroc, et on parle de Goshen, qui est une entreprise chinoise, amènent ce type de technologie. Donc, la CDG, ici, au INE en particulier, la filiale, elle n'a pas la prétention d'être dans l'innovation, mais elle a la prétention, par contre, d'intégrer d'une manière systémique tout l'écosystème d'innovation existant et pouvoir créer. En tout cas, elle a la prétention, modeste encore de le dire, de créer le champion national qui pourrait, de A à Z,
accompagner les entreprises, accompagner les hôteliers, accompagner quand on sait qu'aujourd'hui l'industrie est responsable de 22% de la consommation énergétique, que toute énergie utilisée par les usines à 70% est une énergie carbonée et que 30% de l'émission de CO2 vient de l'industrie et que nous sommes assujettis à des obligations à l'échelle internationale. Je cite qu'un seul exemple, la taxe carbone qui arrive en janvier 2026. On n'a plus le choix de pouvoir innover et de pouvoir proposer des solutions intégrées. Donc la CDG, avec un fonds d'investissement qu'elle a structuré, avec la filiale qu'elle a créée, elle accompagne. Et je remercie la SIE parce que les premiers projets que nous avons mis en place d'efficacité énergétique pour pouvoir convaincre la banque et pouvoir convaincre le client de pouvoir mettre en place ces solutions et de lui dire de regarder dans les yeux en lui disant je vous garantis la performance. Il dit mais comment vous faites? Oui, on garantit. On a beau présenter tous les arguments possibles imaginaires. Le produit d'assurance développé par SIE était quelque chose de salvateur qui nous a permis de placer notre chaîne de valeur. Et je finis, et c'est très important, la question d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable n'est pas une question du top management uniquement. C'est faux parce que si vous raisonnez en top-down, vous avez tout faux. C'est d'abord une question du bottom-up. C'est-à-dire, à la maison, j'en suis sûr, moi j'ai 3 filles à la maison, et quand elles rentrent prendre une douche, je toque derrière la porte parce que il faut qu'elles cessent d'utiliser moins d'eau, et c'est une question qui d'abord domestique, ensuite dans la rue, ensuite dans le projet. Et je crois que même notre religion, l'islam a toujours prôné le développement durable et l'énergie renouvelable. Donc pour moi, c'est d'abord une question de mindset qui n'est pas dicté par le top management, c'est un mindset qui concerne toute la structure et surtout le bottom-up. Ça va être dans notre ADN. Effectivement, ça a été souligné tout à l'heure par Alaoui Hamdi. En tout cas, merci pour cette énergie que vous mettez, cette conviction, et merci aussi de faciliter la transition. C'est pas un hasard d'ailleurs si vous êtes installés côte à côte. C'est Ahmed Baroudi. En termes d'innovation, on voit le rôle que vous avez joué à travers cet exemple concret. Là aussi, comment est-ce que vous innovez sur le plan de financement? Parce qu'on a un aperçu assez basique. On a besoin d'argent, on vous donne vous donnez certaines garanties, on vous donne l'argent dont vous avez besoin et vous l'investissez. Mais là, on voit bien qu'on est sur un marché, un secteur qui est épineux, d'abord de par sa nouveauté, de par sa volatilité, de par sa concurrence. Comment on fait pour accompagner ce type d'opérateur-là et faire en sorte qu'il puisse obtenir les moyens nécessaires sans trop de risques par ailleurs? Alors, d'abord, je suis très heureux de voir des structures comme l'INE qui prennent les devants. Et effectivement, j'aime beaucoup parler de champion national et c'est ce dont notre pays a besoin, véritablement. Et l'INE, de ce côté-là, nous fait honneur et je tiens à rendre à César ce qui va à César. Je rejoins complètement Mohamed Amin quand il dit qu'avant de mettre des panneaux sur la toiture, ça, beaucoup de monde sait le faire. Mais il est d'abord important de réduire et de rationaliser la consommation de nos industries, c'est-à-dire de rentrer dans les processus de production et de fabrication industrielle qui font appel à différentes technologies. Ça, c'est plus complexe. L'optimiser, et une fois que c'est optimisé, effectivement compléter avec du PV sur toiture, etc., des batteries, tout le dispositif que tout le monde connaît très bien. Ça a la vertu de réduire le capex de l'investissement pour tout le monde, donc les risques financiers. Moi, c'est vraiment ce que je prône. Un outil qui aujourd'hui est tout à fait accessible, en particulier en se faisant accompagner par des ESCO, c'est le contrat de performance énergétique. Le contrat de performance énergétique est un contrat juridique qui a beaucoup de vertus, qui permet à un industriel de préserver sa trésorerie, de faire installer et investir par une ESCO privée tout l'investissement, toute la mise à niveau énergétique de son industrie. Et cette ESCO, elle se rémunère sur l'économie à travers ce contrat qui est bien verrouillé, qui a des garanties qui vont bien pour tout le monde. Ça doit être des contrats équilibrés. Nous, on l'a fait, on l'a pratiqué, on a des outils juridiques pour ça. Et c'est vraiment quelque chose que je préconise. S'agissant de l'innovation, à la SIE, nous, on fait une grosse activité de market survey. On surveille le marché.
de très près ce qui se passe au niveau techno, etc., depuis toujours. Moi, c'est quelque chose à laquelle je tiens personnellement. Et nous travaillons à préparer actuellement, maintenant qu'on a bouclé le dispositif financier qui est disponible, opérationnel. Vos points d'entrée, ce sont vos banques, tout simplement. Eh bien, ça, c'est opérationnel aujourd'hui. Maintenant, ce qu'on fait, on veut aller plus loin dans l'accompagnement des entreprises en poussant des solutions verticales. Mais on veut travailler avec la loi de Pareto 80-20, et donc on a choisi un premier secteur, c'est celui du thermique, la chaleur et le froid. La chaleur et le froid, dans la facture de nos industriels, du tertiaire, c'est à peu près, en moyenne, 60% de la facture. Rien que la chaleur et le froid, rien que ça. C'est un gros morceau. Nous avons signé un accord et un partenariat stratégique qui nous permet de préparer aujourd'hui une offre verticale de chaud, de production de chaud et de froid, que nous sommes en train de développer en ingénierie. Je veux d'abord bien m'assurer que ça fonctionne, je veux faire les calculs, je veux faire les BP associés, je vais en vérifier la rentabilité et la pertinence pour tout le monde, y compris en particulier pour les industriels installateurs. Tout ça, ça sera prêt et annoncé fin février. On travaille d'arrache-pied là-dessus. Et derrière, le gros intérêt, c'est que c'est une réelle innovation technologique qui permet de produire du chaud et du froid à bas coût. On est vraiment dans le low cost pour la production de chaud et de froid, pour des niveaux industriels, pour le secteur tertiaire, l'hôtellerie par exemple. La chaleur, ça monte à plus de 90%, 90 degrés, et le froid, il y a du froid positif et du froid négatif qui descend jusqu'à moins 30. Donc je veux dire, on a vraiment un large panel qui est là, et c'est un exemple d'activité que nous menons, qu'on veut offrir aux entreprises, notamment aux entreprises installatrices. On va transférer ce savoir-faire. On a des structures à travers la Fénélec, la Missol, etc. L'INE, pareil. Moi, demain, je vais tout de suite taper à ta porte pour te dire « Hack, voilà, l'outil va déployer ces solutions ». Nous, on n'a pas vocation à le faire, mais on a vocation à impulser ça. Donc, on fait le boulot, on défriche, et une fois que c'est en place, ce sont des acteurs, des ESCO, des acteurs industriels qui vont utiliser, consommer ça. Pourquoi ? Parce qu'on pousse au maximum vers la réduction de la consommation énergétique et la décarbonation. Ça, c'est important. Et il y en a d'autres, il n'y a pas que celui-là, il y a un où je ne peux pas trop m'étendre, c'est la décarbonation du kilowattheure national, sur lequel nous travaillons. On travaille avec l'ONE d'ailleurs. Il y a un certain nombre d'actions que nous menons et qui sont pour le marché, pour les entreprises. Alors pendant que vous parliez, j'ai fait ma petite recherche parce que je ne savais pas ce qu'était ESCO. C'est Energy Service Company, société de services énergétiques. Donc ils font ces analyses-là, à ne pas confondre avec un escroc qui est tout à fait autre chose. Non. On poursuit avec vous par rapport à l'accompagnement et l'innovation en termes d'accompagnement. Je reviens vers vous, Soukaina Boudoudou. Par rapport à l'IRESEN, vous nous présentiez tout à l'heure quelques aspects qui sont déployés pour justement être au plus proche de ces industriels. Concrètement, est-ce qu'il y a eu chez vous une adaptation par rapport à vos process pour répondre à des besoins spécifiques qui ont émergé avec l'apparition de ces nouvelles technologies dans le domaine de l'énergie? Ok, donc merci pour la question. Déjà, en fait, avant de répondre peut-être à votre question, je rejoins ce qui a été dit par Monsieur El Hajjouji tout à l'heure par rapport à ces actions d'éco-citoyenneté, ce qu'on appelle nous. Alors, l'innovation dans l'efficacité énergétique, ça nous permet de garder le même confort en consommant moins. C'est ce qu'on appelle la sobriété énergétique. Alors, l'efficacité énergétique, c'est ce ratio, c'est-à-dire comment je peux garder la même énergie utilisée ou produite tout en consommant moins. C'est ce dénominateur qu'on essaie toujours de réduire, qui est lié à la consommation. C'est-à-dire comment je peux garder la même luminosité de cette salle tout en consommant moins. Donc l'innovation chez nous à IRESEN, donc
Elle essaie également d'ajuster ce dénominateur, avoir carrément trouvé des alternatives, c'est-à-dire d'énergie de consommation green pour tendre vers voilà, la décarbonation. Ou bien c'est des ajustements pour pouvoir éviter les déperditions énergétiques dans les secteurs énergétiques que je viens de citer tout à l'heure, transport, industrie et ainsi de suite. Donc on ne peut pas parler d'énergie renouvelable ou bien d'intégration d'énergie renouvelable sans bien sûr passer par l'exécution des actions d'efficacité énergétique qui sont pour moi en fait pierre angulaire ou bien un élément fondamental pour la réussite de la transition énergétique. Comme on dit toujours, enfin nous disaient nos professeurs au lycée, les mathématiques sont toujours, c'est la mère des sciences, c'est toujours au service de toutes les sciences. Moi je dis aujourd'hui, l'efficacité énergétique est la pierre angulaire, c'est-à-dire on peut pas parler d'intégration sans pouvoir bien sûr produire ou consommer d'une manière efficace. Alors en parlant de l'innovation, comme j'ai dit tout à l'heure, en réduisant ce dénominateur ou bien cette consommation, on a des exemples aujourd'hui à Irazen, des projets, je cite bien sûr parce qu'il me tient beaucoup à cœur ce projet MSC Bitume, c'est le maintien en chauffe de bitume avant son transport par l'intégration ou bien l'hybridation de l'énergie solaire, le CSP, avec les chaudières de bitume. C'est un projet qui a été développé par l'Université internationale de Rabat et avec l'industriel Bituma Enatir. Je vous invite à la dissémination de ce projet pour voir en temps réel la démonstration et voir comment on est arrivé à réduire à 20% les consommations énergétiques, les consommations bien la consommation liée au charbon pour le maintien en chauffe de bitume avant son transport grâce à cette innovation. Il y a également d'autres innovations en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, pour essayer d'ajuster les éléments impactants sur ces déperditions énergétiques à travers bien sûr le développement des nouvelles formulations des enveloppes des bâtiments, les enveloppes des ouvertures pour pouvoir bien sûr augmenter ou bien améliorer l'isolation thermique de nos bâtiments, sans bien sûr oublier tout ce qui est les smart grids pour pouvoir la décarbonation de nos réseaux électriques, la mobilité et ainsi de suite. Je voulais également peut-être sur l'adaptation par rapport à la demande des entrepreneurs. Sinon, je vous laisse y penser. On revient, on va faire de toute façon un dernier tour de table avant de conclure. En tout cas, ce que vous nous avez exposé est déjà très prometteur et donne une belle perspective d'avenir dans le royaume, tout comme l'insuffle également l'université privée de Fès, Mohamed Aziz Lahlou. On a vu effectivement, on parlait de mindset, qu'il n'y avait aucune interrogation là-dessus par rapport au mindset qui vous anime au sein de votre université. Mais vous allez encore plus loin. Vous parliez d'incubation, vous avez créé votre propre incubateur, mais en plus de cela, un centre de recherche complètement dédié au niveau notamment de tout ce qui est batterie avec le grand professeur Rachid Yazami. Racontez-nous. Merci Cyril. Effectivement, le mindset est important, mais aussi il faut de la formation et de la recherche. Dans le sein de l'université privée de Fès, nous avons depuis une dizaine d'années lancé une formation d'ingénieurs en énergie renouvelable et en système énergétique. Mais nous avons également intégré des modules d'efficacité énergétique à travers toutes nos formations d'ingénieurs et même au niveau de la formation d'architectes. Parce que nous pensons que ce sont les acteurs de demain, ils doivent intégrer ça dans leur projet dès le départ et pas uniquement après leur réalisation. Donc la formation est importante. Nous avons aussi ouvert la possibilité aux IFMERI, on en a parlé tout à l'heure, les instituts dédiés aux énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, pour pouvoir poursuivre après leur licence en formation d'ingénieur. Et ça, c'est aussi important. Donc, par rapport à la recherche, effectivement, c'est un axe important pour l'université. Et depuis le début de notre université, bientôt fêtera ses 20 ans, nous avons investi dans la recherche. Bien sûr, à notre dimension tout est relatif, mais on souhaite et on fait dans l'efficacité et plutôt dans la recherche appliquée.
Et nous avons déployé plusieurs laboratoires qui sont aujourd'hui gérés par plusieurs docteurs et bien sûr les doctorants, parce que nous avons aussi un centre d'études doctorales. Donc nous avons des doctorants qui sont en train de préparer leur thèse de doctorat et qui font de la recherche en parallèle, et spécialement dans les énergies renouvelables et l'énergétique. Et d'ailleurs, nous sommes fiers de ce qu'ils réalisent comme publication dans des revues indexées, mais également et surtout pour avoir décroché des prix importants, comme le Global Energy en 2020 et le prix Hassan II pour l'environnement en 2023. Et ça, je voulais quand même tenir à féliciter un de nos chercheurs qui s'occupe de cet axe, qui est le professeur Madir Tabé, qui lui s'occupe spécialement de l'axe énergie au niveau de nos laboratoires. Revenons bien sûr à cette innovation spécifique qui est le centre d'excellence sur les batteries que nous avons créé dès qui a été inauguré en 2021. Ça émane du souci de l'importance du stockage de l'énergie. Donc produire de l'énergie c'est bien, mais si on n'arrive pas à la stocker, ça sera de l'énergie produite et perdue. Donc la batterie est un élément fondamental dans le process de production d'énergie, et professeur Rachid Lizami, qui est l'un des inventeurs de la batterie lithium, comme il est natif de Fès, et vous le savez très bien, c'est Wadia, tenait absolument à lancer un centre d'excellence dédié aux batteries au Maroc, et ça a été fait à Fès. Et depuis 2021, nous avons un ensemble de docteurs et d'ingénieurs également qui travaillent sur la thématique, et nous nous basons à partir de brevets qui ont été mis à la disposition de nos doctorants et de nos ingénieurs par professeur Rachid Lizami, et sur lesquels on travaille depuis, et en intégrant l'intelligence artificielle, parce que le plus important, c'est de pouvoir optimiser au maximum ce stockage en termes de qualité, en termes d'efficience, en termes d'efficacité. Je crois que vous l'avez reçu, professeur Rachid Lizami, juste après l'inauguration en 2021, c'était sur le plateau de Deuxième. Il nous avait donné l'exclusivité, en effet. Absolument. C'est pour ça que je connais un petit peu le dossier. J'ai pas eu besoin de chercher sur Internet sur le sujet, en l'occurrence. Merci infiniment, en tout cas, à la fois pour cet exposé et pour ce qui est entrepris. On va vous écouter une dernière fois, au même titre que les autres panélistes. Il nous reste quelques minutes avant la pause déjeuner, mesdames, messieurs. Je vous remercie pour votre attention. Je vois que l'écoute est hyper active et vous êtes encore très nombreux parmi nous dans la salle. Ça nous fait très plaisir. Il faut dire que les sujets sont passionnants et nos panélistes le racontent avec autant de passion. Je vais me tourner pour ce dernier tour de table vers nos opérateurs. Amine Heibaoui, moi ce que j'aimerais que vous nous disiez, c'est qu'est-ce qui, dans le futur qui se profile, au niveau du positionnement du Maroc sur le plan des énergies renouvelables, transition énergétique et toute cette technologie qui est en train d'être déployée, vous donne confiance dans le développement de votre business et fait en sorte que vous êtes ancré de manière solide ici au Maroc? Il faut savoir qu'actuellement, le développement sur la partie solaire photovoltaïque va permettre au Maroc de se développer et de pouvoir réaliser des succès sur la partie projet. Donc, en parlant de réalisation actuelle, par exemple, il y a des projets qui ont été réalisés soit sur la partie résidentielle, commerciale, utility. Il y a des exemples qui ont été réalisés à travers Green Power. On parle d'un projet avec Orange où on a pu réduire la facture énergétique pour l'alimentation des BTS et transmission des sites télécoms. Sur la partie hôtellerie, donc hôtel Dakhla, hôtel Chikida, pour pouvoir réduire la facture énergétique de ces derniers et réduire aussi les émissions carbone. Et aussi sur la partie utility et minière, donc avec des puissances déployées. On va parler d'un exemple de Loulou, qui est un projet minier sur lequel a été déployé 46 MW crête en onduleur solaire photovoltaïque avec des postes de transformation tout en un. Donc cette dynamique-là dans laquelle vous vous intégrez et qui est aussi porteuse pour l'activité de votre entreprise. Même question, Amar Zraq pour Enervolt Solutions, l'avenir, comment vous l'envisagez ici dans le Royaume? Déjà, depuis l'année 2024, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été fournis, notamment de la part du ministère de l'Industrie, qui a donné certains avantages qui nous ont permis de se lancer dans cette industrie.
donc des avantages fiscaux dans l'apportation des composants de la batterie. En même temps, avec l'installation de tous ces fournisseurs, ces entreprises internationales dans le Maroc, qui nous permettent d'ailleurs, ce qui est peut-être prévu chez Gotion, ils fabriqueront prochainement la référence utilisée dans nos batteries high voltage au Maroc. C'est les cellules de 12 000 cycles, qui équivaut plus ou moins à 30 ans. Aujourd'hui, le Maroc est le terrain favori pour les énergies renouvelables. Et comme on dit tous les confrères, le stockage d'énergie est le défi de demain. Et chez eMove Energy ou chez Enervolt, donc, on arrive à répondre à cette demande en mettant en place donc, un projet, comme j'ai dit tout à l'heure, adapté au Maroc, avec des budgets plus ou moins adaptés au Maroc. On se rapproche beaucoup des prix Xworks en Chine, déjà, avec quasiment les mêmes qualités et les mêmes technologies. Merci beaucoup. Lors de votre première intervention, Ahmed Baroudi, je me tourne vers vous et madame, messieurs, j'aimerais aussi qu'on s'adresse à ces entrepreneurs qui sont dans la salle pour leur faire passer un message, chacun de votre position. Et justement, c'est Baroudi, au début, vous avez commencé en disant la problématique du financement, elle n'est pas aussi aiguë qu'on ne le croit. Venez, chers investisseurs, entrepreneurs, faites appel à nous. Quel message vous leur feriez passer en ce sens? Bien, structurez vos projets et pour la phase pour le montage financier, il ne faut pas hésiter à taper aux portes des banques. On peut donner les informations nécessaires, le cas échéant, c'est avec grand plaisir. Je donnerai un simple exemple de montage financier. Par exemple, vous avez un projet de décarbonation à financer avec un certain nombre, je ne sais pas, 20-30 millions de dirhams, quelque chose comme ça. Eh bien, en tapant à la porte de votre banque, eh bien, vous allez pouvoir faire un montage basé sur une syndication. Alors, cette syndication peut utiliser un produit qui s'appelle Green Invest de Tamwilcom, qui est quand même à 2,5% et qui finance jusqu'à 40% de la dette. Et ça, c'est quand même important. À cela, vous rajoutez la syndication de la banque dont vous avez tapé à la porte. Et pour sécuriser tout ça, vous avez deux outils, soit le contrat d'assurance dans le cadre d'un contrat de performance énergétique, soit une garantie, la garantie qui est à votre disposition en tant qu'industriel, Tamwilcom, qui facilite tout ça. Et avec ça, vous avez packagé votre solution de financement. Voilà, ça c'est un exemple très concret qui est à la portée de tout le monde. Il suffit de taper à la porte et d'avancer. Et c'est aussi ça le but d'un panel comme celui-ci, c'est d'être très concret et très terre à terre. Je me tourne vers vous, Mohamed Amin Hachouj, pour l'INE, donc filiale de la CDG, l'accompagnement des opérateurs est dans votre ADN. Sur la base des enseignements que vous avez pu tirer de ceux que vous avez côtoyés, quel message essentiel vous souhaiteriez leur adresser aujourd'hui? Alors, c'est Ahmed Baroudi m'a tendu la perche. Au fait, quand il parle d'accompagnement, financement de projets, tout ce panorama, on parle de Tamwilcom, etc., c'est ce genre de solutions, ils sont plafonnés. Alors, l'avantage de travailler avec nous, la CDG, c'est qu'on ne plafonne pas l'apport au financement. C'est-à-dire, on regarde, bien sûr, nous sommes une institution de l'État, mais de par notre texte 59, nous avons l'obligation de rentabiliser les fonds déposés. Sinon, vous et moi, on sera sans retraite après les 60 ans. Donc, mais nous n'avons pas la prétention que d'autres fonds peuvent avoir. Et donc aujourd'hui, nous sommes en train de développer un projet de 150 mégas, un autre de 40 mégas, et on travaille avec les industriels, les hôteliers, mais avec moins de prétention et sans limite. La seule limite de financement des projets, c'est bien sûr leur TRI, mais qui n'a pas la même prétention et que peuvent avoir d'autres fonds privés. Alors, par contre, je voudrais compléter ce que je disais tout à l'heure, que j'ai omis de dire, c'est que aujourd'hui, notre chaîne de valeur repose sur 3 piliers essentiels. Vous avez compris le premier, c'est le financement.
Le second, il a été largement évoqué par Sebarodi, c'est le contrat de performance énergétique, ou le PPA, le Purchase Agreements. Le troisième pilier, qui est pour moi essentiel, c'est le pilier réglementaire. Et c'est là où le bas blesse. Parce que il faut en parler. Aujourd'hui, on a de la réglementation, certes, elle a avancé, mais elle reste en deçà de notre prétention de pouvoir atteindre des objectifs à l'horizon 2030. La libération des secteurs, elle n'est pas en rendez-vous. Aujourd'hui, Sirman ce matin a rappelé l'accompagnement de l'ONU au niveau régional. Il faut plus parler de Maghreb Nafi. Aujourd'hui, les 12 régions se valent. Il faut les accompagner. Et aujourd'hui, si on je préfère le dire en arabe, ça exprime mieux. La du point de vue réglementaire, et je vois pas mal de juristes ici présents, en particulier Madame Tzazi, qui était mon prof de droit à l'école, nous réfléchissons et nous accompagnons et nous essayons de faire le lobby nécessaire pour pouvoir donner aux piliers réglementaires ce qu'ils méritent pour pouvoir atteindre les objectifs. Les textes sur la régionalisation ont besoin également d'être au niveau de ce que nous voulons faire de notre pays par rapport à l'énergie renouvelable et l'efficacité énergétique. Et je crois que ce pilier, si on n'y travaille pas tous, pour pouvoir l'upgrader et le rendre en phase par rapport à notre objectif, l'objectif que Samaj Tendra-Ensro nous a assigné, on ne pourra pas avancer. Et je crois et je conclus par ça, je crois mettre à la tête la NRE, la personne aujourd'hui que je connais très bien, est une excellente chose parce que il n'est pas corrompu au sens noble du terme, hein, il n'est pas corrompu par l'approche énergétique, énergie renouvelable, il est neutre et il pourra, avec une intelligence, avec un recul juridique nécessaire, pouvoir un peu proposer les textes et les décrets et être vraiment cette locomotive qui nous manque aujourd'hui par rapport à la réglementation de la partie énergétique. Et je crois que conclure avec ça me paraît personnellement nécessaire. Voilà qui est dit. Je vais adresser les mêmes questions à Madame Boudoudou et à Silhlou. Pareil, puisqu'on s'oriente et on adresse ce dernier tour de table aux entrepreneurs, aux investisseurs qui se déploient dans ce segment, est-ce qu'on peut venir taper à la porte de l'IRESEN? Et si oui, de quelle manière? Oui, bien sûr. Donc merci déjà, pas pour cette question, mais pour cette opportunité. Bien sûr, à tous les entrepreneurs, venez porter les projets qui ont été développés, accompagnés et financés par l'IRESEN. On a hâte de signer un premier contrat de transfert technologique vers une start-up, vers un industriel, de pouvoir commercialiser l'IP, des projets qui ont déjà en fait enregistré de l'IP, enfin des brevets ou d'autres actifs de propriété intellectuelle. Venez commercialiser avec des investisseurs ou bien pour les industriels, venez nous aider à signer ce contrat de transfert technologique pour pouvoir valoriser ces technologies et les mettre je ne vais pas dire sur le marché, mais plutôt pour la décarbonation de nos secteurs énergétiques, à savoir l'industrie, bâtiments, transport et réseaux électriques. Un message également aux chercheurs, consulter ce qui se fait à travers nos agences institutionnelles et surtout, par exemple, je cite l'exemple de l'AME, voir les datas, les statistiques qui se font, quels sont les secteurs prioritaires pour pouvoir travailler ou bien sur l'efficacité énergétique. Tellement en fait on a beaucoup développé des sujets sur l'éclairage, tellement on a cru comme quoi l'efficacité énergétique elle est automatiquement liée à l'éclairage. Alors que sur les statistiques, on a par exemple pour le bâtiment au Maroc, les déperditions énergétiques qui sont fortement liées à la cuisson. Donc on n'a pas des projets concrets, innovants pour pouvoir minimiser les déperditions énergétiques dans la cuisson. Mais en fait on est surtout orienté vers l'éclairage dans le bâtiment ou bien sûr
réduire les déperditions énergétiques qui sont liées à la climatisation, mais prioritairement parlant, on a en fait la cuisson, qui est liée au gaz du butane. Donc, chercher sur ce qui se fait par nos institutions, l'AME et ainsi de suite, pour pouvoir s'orienter ou bien orienter vos travaux de recherche sur ce qui est prioritaire pour pouvoir prioriser bien sûr les secteurs énergétiques ou bien les déperditions énergétiques prioritaires. Voilà. Merci C'est beaucoup. tout à fait clair. Merci. Juste avant de vous écouter, Stil Hlou, vous citiez le patron de la NRE, donc c'est l'autorité nationale de régulation de l'électricité, Zohair Chorfi, qui a occupé d'autres fonctions par le passé, qui a été nommé très récemment et à qui on a adressé l'invitation. Malheureusement, il n'avait pas pu être présent, Je crois qu'il est très pris vu le retard qui a été cumulé depuis des années sur cette partie remise pour l'entendre. Je tenais quand même à dire que l'invitation lui avait été adressée pour cet événement. C'est le Hlou, si on toque à la porte de l'université privée de Fès, qui nous accueille? Marhaba bikoum. En réalité, au sein de l'université privée de Fès, nous avons créé depuis plusieurs années un incubateur qui s'appelle le Cube 789. Et là, je fais un clin d'œil. 789, c'est la date de naissance ou de création de la ville de Fès, pour garder ce lien avec la ville qui abrite l'université la plus ancienne dans le monde. Et c'est quand même une fierté internationale et importante. À chaque fois que je me déplace à travers le monde, on me sort cet élément important et qui nous honore à chaque rencontre. Entre parenthèses, quand je dis université privée de Fès, on est à Fès, oui, mais là, depuis un an, on est aussi à Rabat. Donc, on se rapproche un petit peu du centre de décision. C'est important parce que dans l'esprit des gens, Fès est toujours un peu délocalisé. On y vient pour acheter le jeu de relais, je vais dire le garnine, etc. Mais je crois qu'aujourd'hui, Fès devient un pôle important, incontournable en termes de savoir, parce qu'il contient 6 ça a toujours universités. été la première université créée au monde, et c'est Absolument. Al-Qarawiyyin. J'y reviens, monsieur. Donc, aujourd'hui, c'est un pôle de savoir qui est quand même assez développé, où il y a 6 universités dans la région. Ce qui est quand même non négligeable et ça permet d'avoir une ressource humaine très importante. Donc, je reviens à l'incubateur, le Cube 739, qui depuis sa création a pu accompagner plus d'une trentaine de projets et de porteurs de projets. Et nous sommes fiers de quelques réussites qui ont quand même abouti à des brevets, comme la serre intelligente ou la station de charge pour les voitures électriques à partir de photovoltaïque et d'éoliennes. Et j'en passe, il y a d'autres structures qui ont été créées au sein de ce cube, des startups, et qui ont pu aujourd'hui être accompagnées jusqu'à la réalisation de leurs projets. Nous nous accompagnons par la formation, par l'incubation et la pré-incubation et l'incubation, mais aussi à l'accompagnement au financement. Et dernièrement, je crois 4 ou 5 projets de notre cube ont été financés par Tsemwilcom. Et c'est des structures qui commencent à prendre forme. On a été même sélectionné pour participer au COP 28 à Dubaï. Donc 3 de nos projets ont été primés sur place. Et c'est des petites réalisations qui peut-être ne passent inaperçues dans ce qui se passe dans l'écosystème global marocain, mais nous sommes en train de bouger doucement mais efficacement. Et j'invite un peu tous ceux qui ont, parce que nous on n'a pas de financement, on ne finance pas, mais on accompagne. Donc tous ceux qui peuvent proposer des financements, on les invite à nous aider, à nous accompagner, parce que je sais que les Marocains d'aujourd'hui, les jeunes, foisonnent d'idées, foisonnent de projets. Il leur faut un accompagnement, il leur faut quelqu'un qui leur fait confiance et leur dit que ce qu'ils peuvent faire et leur rêve peut devenir réalité. Ce qui n'était pas le cas il y a une vingtaine d'années peut-être, mais aujourd'hui je crois que le Maroc est dans une bonne dynamique. Et je crois que l'avenir du monde c'est l'Afrique et l'avenir d'Afrique c'est le Maroc. C'est très bien dit, ça mérite effectivement ces applaudissements. Et les messages qui sont diffusés depuis ce matin vont tout à fait dans ce sens. On va terminer avec vous, Sir Omar Alaoui Mohamdi.
CEO de Aqua Power. On évoquait les projets sur lesquels vous étiez engagé, l'innovation que vous y incorporiez. Le futur, comment vous le voyez, et les projets sur lesquels vous vous êtes investis sont tellement considérables que j'imagine que vous avez forcément besoin de ces jeunes talents, de ces idées, de cette innovation, de ces startups pour vous accompagner dans cette dynamique. Tout à fait. Alors, d'abord, notre mode opératoire, on a toujours favorisé le développement des activités génératrices de revenus là où on se développe, et surtout développer un écosystème autour des centrales qu'on développe. Pourquoi ? Parce que, d'abord, parce que on est dans la durabilité, mais aussi et surtout, on a besoin de disponibilité de sous-traitants capables de ramener des solutions avec un temps de réactivité très élevé. Ce n'est que comme ça qu'on optimise notre capacité de production. Donc on a besoin des jeunes qui vont être autour, qui vont avoir des idées d'investissement, qui vont permettre on pourra les aider, les accompagner pour se développer autour de nos centrales pour développer un écosystème. Maintenant, si on voit une vue hélicoptère, et je dirais là pour une vue Maroc, je pense qu'aujourd'hui, il va falloir concrétiser le potentiel. Il y a un potentiel énorme. Pour pouvoir le concrétiser, il va falloir faire des partenariats publics-privés avec des sociétés de taille importante. Aqua Power, la taille en termes de capacité installée est de 69 gigawatts. Donc c'est à peu près 6 fois la capacité du Maroc. Dont plus de 50% est sur le renouvelable, donc sur un secteur qui est vraiment adapté avec ce que veut faire le Maroc. Donc un alignement des 52 avec nos 50%, et également en termes de dessalement d'eau de mer, nous sommes la première société avec 8 millions de mètres cubes jour de dessalement, ce qui est l'équivalent de 2,9 milliards de mètres cubes par an. Ce que consomme le Maroc pour l'eau potable, c'est à peu près 1,8 milliard. Donc, il va falloir voir grand, il va falloir utiliser ces partenariats publics-privés pour l'innovation. Parce que c'est avec des acteurs majeurs qu'on va pouvoir innover, apporter des solutions compétitives. Et cela dépend, on va dire, de notre fonctionnement, qui est un fonctionnement basé sur la mise en place de solutions intégrées, innovantes, et qui sont basées sur la fiabilité, l'abordabilité, la durabilité et surtout la déployabilité rapide. Et donc là encore, pour déployer rapidement, c'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. La fiabilité, c'est d'abord une expertise technique, et donc l'expertise technique, on aura besoin des jeunes ingénieurs, techniciens marocains, et on les invite vraiment à venir, parce qu'on a une société spécialisée, qui a un centre d'excellence qui s'appelle Nomac, et qui est spécialisée dans l'exploitation et la maintenance dans ce secteur. Nous avons aussi une fiabilité grâce à nos activités qui sont dans le monde, et donc il y a beaucoup de lessons learned que nous avons sur plusieurs pays qu'on peut faire bénéficier le Maroc. Une compétitivité d'abord parce que la taille permet d'être compétitif, que ce soit le CAPEX, donc c'est un élément important, et également les financements qu'on peut rapporter au Maroc, du fait des ratings de ces sociétés, on arrive à sortir des coûts de financement plus faibles que le souverain marocain, et donc finalement ça bénéficie à un coût du kilowattheure au mètre cube sur plusieurs années, à un coût intéressant pour l'industriel, pour le ménage marocain. Et l'autre élément, c'est la déployabilité rapide. Et ça, ce n'est pas tout le monde qui arrive à le faire. Déployer rapidement, et on sait que nous avons des échéances. 2030, Coupe du Monde, c'est demain. On aura besoin d'aller vers plus du renouvelable, et nous avons également besoin d'avoir de l'eau dessalée disponible. Et donc, il faut développer des partenariats publics-privés avec les acteurs de référence capables de répondre à ce besoin. Merci. Pour faire le lien avec la Coupe du Monde, finalement, au regard de tout ce qui a été dit, il ne nous reste plus que, comme dirait Regragui, Ndirounia. Merci infiniment, on les applaudit très fort, mesdames, messieurs.
Omar Alaoui Hamdi, Country Manager, CEO Aqua Power. Ahmed Baroudi, Président Directeur Général de la Société d'Ingénierie Énergétique. Mohamed Aziz Lhlou, Président de l'Université Privée de Fès. Mohamed Amin El-Hajhouj, Directeur Général de l'INE Innovative Energy Efficiency. Amin Heibaoui, Solution Service Manager à Green Power. Madame Soukaina Boudoudou, chef du département des programmes R&D Innovation à l'IRESEN. Et Omar Lazraq, DG de NR Volt Solutions. Madame, messieurs, merci infiniment. Merci à vous également, chère assistance, cher public, pour votre attention. On se retrouve dans une petite heure et demie à 14h tapante pour le troisième et dernier panel. On va garder nos panélistes pour la photo souvenir, immortaliser le moment. Je vous souhaite un très bon et agréable appétit et je vous dis à tout à l'heure, 14h. Merci beaucoup.